Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, pour une fois, je vais la faire un tout petit peu plus longue que d'habitude et pour une fois, j'ai même dû prendre un peu de notes parce que j'ai 2 ou 3 choses à vous expliquer avant d'introduire Philippe Rizzotti ici ce soir. Et voilà. Et qu'est-ce que ça augure de la suite, en fait? C'est surtout dans ce sens-là où j'avais envie de prendre un peu de temps pour vous dire que voilà, c'est la première invitation qui augure 2 saisons qu'on espère un peu palpitantes, comment dire. Voilà, donc le Making Do, faire avec, c'est le cycle de conférences qu'on lance cette année-ci. On verra si on fait un 2e chapitre l'an prochain ou s'il porte un autre nom, dont on s'est principalement occupé avec Laura, que j'ai vu tout à l'heure, que je ne vois plus maintenant, mais c'est pas grave. On a essayé de mettre ça au point tous les deux avec des retours d'autres enseignants et enseignantes. Et donc, ce cycle de conférences, il est destiné à préparer un peu une espèce de réflexion et un travail à venir dans les années qui viennent autour du projet Pivoine, qui est un projet dont je ne vous ai pas encore tellement parlé, dont je n'ai pas encore eu totalement l'occasion de vous parler, et sur lequel on travaille voilà, depuis 9 mois maintenant, plus ou moins 9-10 mois, avec certains collègues de l'administration, certains collègues enseignants aussi. La communauté étudiante n'est pas encore tout à fait dans le jeu, mais justement, on essaye ce soir, c'est un peu le point de départ pour ouvrir le jeu. Puisque l'hypothèse de ce projet Pivoine, qui est un bâtiment situé juste ici à côté, alors je prends un peu plus d'explications parce que je vois beaucoup de premières années qui n'ont pas nécessairement encore, qui sont pas encore au courant nécessairement de ce que c'est. Mais donc c'est un bâtiment de 2000 m² avec 700 m² extérieurs qui est juste à côté ici dans l'îlot en face de nous. Qui est 3 minutes à pied, dans lesquels on a déjà fabriqué quelques interventions avec Thierry et le S7. Il y a eu voilà, une série d'interventions principalement extérieures. C'est là qu'on a aussi utilisé les lieux pour faire la semaine buissonnière depuis 2 ans, et c'est là qu'on va continuer d'utiliser les lieux pour faire la semaine buissonnière de cette année-ci aussi. Donc voilà, c'est un peu une espèce de terrain de jeu sur lequel on travaille de façon brute jusqu'à présent. Mais l'hypothèse, c'est en fait, c'est en réalité d'en faire l'extension de l'école, et l'extension de l'école en mode un peu particulier, puisque l'hypothèse que j'essaie de défendre moi au niveau du ministère de la Culture et qu'on essaie de mettre au point ensemble, ben, c'est de se dire que c'est les communautés étudiantes et enseignantes, avec l'aide de l'administration, qui va essayer de faire ce projet, quoi, concrètement, plutôt que de faire le parcours habituel qui consisterait à faire un concours, un appel d'offres, une sélection d'architectes, etc., etc. On part du principe qu'on est déjà un peu des architectes et qu'on va en fait le faire nous-mêmes. Et donc, je peux pas aller plus loin ce soir, sinon je fais la conférence à sa place et c'est pas bien. Mais en revanche, je vous donne rendez-vous le 21 octobre pendant le temps de midi aux étudiants et aux étudiantes pour vous expliquer un peu où on en est dans le projet et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour les années qui viennent, en fait. Voilà. Donc, considérez ceci un peu comme le point de départ de quelque chose dont on va être amené à reparler dans les années qui viennent. Donc, le 21 octobre, temps de midi. Voilà, donc je reviens ce soir. Making do, faire avec. Faire avec, c'est faire avec l'état du monde tel qu'il est. Ça, vous comprenez très bien. Je pense qu'on vit une situation actuelle qui est quand même très particulière, puisque si on peut considérer que le faire avec, c'est un peu un mantra du 21e siècle, le mantra architectural du 20e siècle était plutôt celui de la tabula rasa, à savoir on recommence tout et on recommence sur la page blanche. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en plein au cœur d'un changement de paradigme qui est quand même extrêmement fort, en fait, qui doit nous apprendre à reconsidérer le monde alentour plutôt que de considérer la page blanche au départ de laquelle on serait amené à pouvoir tout imaginer. Donc c'est ça aussi, le faire avec. L'idée du faire avec, donc de la série, du cycle faire avec, c'est alors il y a un sous-titre, tout ça c'est un peu plein de petits clins d'œil, mais il y a un sous-titre, c'est le talk show. C'est-à-dire qu'on invite chaque soirée, comme celle-ci, la première des 6 qui vont avoir lieu tout au long de l'année, on invite quelqu'un à parler et on invite quelqu'un à montrer, ou on invite un collectif à montrer quelque chose. Et donc cette soirée-ci, voilà, Philippe Rizzotti va nous parler un peu de son expérience, mais je te laisserai discuter plutôt par la suite, peut-être te présenter. Mais c'est une expérience en fait, voilà, d'engagement dans de la construction, dans des collectifs, dans des groupes, dans une manière particulière d'aborder l'architecture, et donc qui ne culmine pas, mais qui est aussi liée à l'exposition
qui a en ce moment dans la salle d'exposition, puisque Philippe Rizzotti est également l'auteur de cette recherche sur la question de l'empreinte carbone des constructions. Là aussi, je te laisserai en parler plus en détail. Donc ça, c'est pour celui qui va parler. Et il y a la grande exposition au-dessus, ça ne sera pas à chaque fois le cas. Mais il y a aussi une petite exposition dans le cabinet de curiosité sur lequel vous tombez en sortant d'ici. Ça, c'est quelques photographies précisément du projet Pivoine qui ont été prises par Dylan Pernou, un photographe qu'on a invité au mois de juin à venir documenter le travail qui avait été fait par Thierry, Stéphane et l'ensemble des étudiants et étudiantes du S7 de l'année dernière. J'espère que tout ça n'est pas trop compliqué pour les premières années, mais dites-moi si vous ne suivez pas, j'espère être plus ou moins clair. Mais donc voilà, et donc l'idée aussi, donc à chaque fois, on aura quelque chose qui sera montré dans le cabinet et on aura à chaque soirée quelqu'un qui viendra nous parler de quelque chose. Donc on a aussi un peu décidé de rendre les règles du jeu plus interactives comme ça. Donc ceux qui montrent, c'est également ceux qui vont initier le début de la discussion à la fin de la conférence de Philippe. Donc ce sera Thierry en l'occurrence ce soir. Je vous touche un mot comme ça très rapidement de ces 6 conférences. Donc l'idée, c'est en fait d'inviter des gens qui ont monté ou qui ont mené à bien des expériences, des expérimentations plutôt, de manière générale un peu étranges sur des sujets architecturaux qui devraient pouvoir nous aider ou dont on a intérêt à pouvoir s'inspirer, qu'on doit pouvoir critiquer également. Bref, on est en train de fabriquer une matière intellectuelle qui nous permet peut-être de réfléchir à ce qu'on va faire durant les 10 prochaines années à Pivoine. Et donc, voilà, les 2 prochaines, c'est le 4 novembre et le 2 décembre. Voilà. Ce soir, c'est un peu la question du faire avec, du parcours. C'est la première aussi, elle est un peu particulière. Et puis, on verra un peu comment ça fonctionne. La deuxième au 4 novembre, c'est le Studio Act de Rotterdam qui va venir faire une conférence. Et on a invité un collectif qui s'appelle Zerm le Parpaing, qui est basé à Roubaix, à venir montrer 8 projets. La thématique générale de cette soirée-là, de la conférence et de l'exposition qui suit, c'est la question circulaire, la question du réemploi, puisque Zerm le Parpaing, c'est très intéressant, c'est des architectes qui ont monté un collectif de stockage de matériaux issus de la déconstruction et potentiellement réutilisables pour les nouveaux chantiers, etc., etc. Donc ils vont un peu nous expliquer comment des architectes deviennent quelque part voilà, des stockistes de matériaux de réemploi. Le 2 décembre, on a invité Dallas, qui est un très jeune collectif basé à Bruxelles, diplômé de l'école de Rennes, et qui a la particularité de faire de l'autoconstruction, c'est-à-dire qu'eux, ils font tout seuls. Machines, clous, vis, bois, tout. Et donc, ils ne passent jamais par entreprise et ils construisent intégralement l'intégralité de leur projet. Ils sont très jeunes encore, donc c'est très intéressant. Je connais bien leur travail pour avoir un peu collaboré avec eux à Bruxelles et je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est voilà, là aussi une bifurcation dans les parcours d'architecture. Et on a invité Septembre, qui est une agence d'architecture au sens plus classique du terme, mais on les a invités à montrer dans le cabinet de curiosité une de leurs curiosités, on va dire ça comme ça, puisqu'ils ont un dada particulier. C'est la question de l'alimentation et la question de la cuisine, en fait. Et donc, par exemple, indépendamment de leur pratique d'architecture classique, ils construisent des bâtiments, ils font des rénovations, enfin, ils ont une pratique relativement classique, mais ils ont mis au point toute une série quelques expérimentations autour de la notion de cuisiner, de partager le repas, de chercher les filières d'alimentation, de construire en commun, etc., etc. Donc, notamment, à l'issue d'un concours qui s'appelle Faire Paris, ils ont construit en fait une cuisine collective au rez-de-chaussée d'une bar. Je pense que c'est Aubervilliers. Et donc voilà, il y a tout un principe comme ça autour de la question de la cuisine, puisque un des aspects qui va être assez important pour le projet Pivoine par la suite, sur lequel on essaie de s'appuyer, c'est précisément la cuisine. C'est un ancien restaurant. On va essayer de retaper cette cuisine de façon intéressante et intelligente pour essayer d'avoir des repas pour les communautés étudiantes de l'école dans les années qui viennent au plus vite possible. Donc voilà, l'aspect de la cuisine, c'est quelque chose qui nous semble intéressant. Et donc la dernière règle du jeu dont j'ai envie de vous parler, puisqu'elle va d'une manière ou d'une autre peut-être vous concerner dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, c'est que les invités du mardi soir, on les garde le mercredi et on fait une séance de travail avec le S7
avec le S7 de Franck Lebaille d'un côté et Rachid, et puis le S7 de Maxime et Thierry. Donc on vous a invité, mais on vous garde encore un petit peu plus. On ne prend pas le premier train de 6 h du matin. Demain, vous êtes là et on va un peu discuter du projet Pivoine. Voilà, là aussi, c'est une manière pour nous d'aller visiter le site et d'engager un peu des bonnes idées au fil du temps, quoi. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près fini pour mon introduction globale à la série Faire avec Making Do. Je vous donne rendez-vous donc le 21 octobre pendant le temps de midi pour vous expliquer où on en est dans ce projet et vous donner peut-être un peu plus d'informations. Mais voilà, ce soir c'est le point de départ d'une année de réflexion et puis on verra si ça dure encore un peu de temps. Ça devrait durer un peu de temps. A priori, voilà, la parole est à toi dorénavant. Philippe Rizzotti, accueillez-le et je te laisse. Merci beaucoup Cédric pour cette introduction. Je vais peut-être me lever, ça va être plus interactif et plus sympathique. Je suis très heureux d'être là, du coup, pour 24 heures complètes avec vous et de découvrir cette école que je ne connaissais pas. Je remercie aussi Mouloud Belloul et puis l'entreprise Holcim Lafarge qui a organisé cette journée et puis le pavillon de l'Arsenal qui était partenaire pour réimprimer ces panneaux sortis des archives. Je suis aussi très content parce que c'était vraiment l'objectif de cette expo, c'est que ça soit accessible à tous, reproduisible. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter. J'avais au début prévu de raconter ce qu'il y a dans l'exposition, mais comme je suis là pour 24 heures, je ferai plutôt ça à l'heure du déjeuner demain avec une visite interactive. Et je vais finalement plutôt rebondir sur cette idée du faire avec. Pour faire un petit bilan un petit peu à mi-parcours, puisque j'approche la cinquantaine. Je fais partie de ces architectes qui ont commencé à exercer au début de ce nouveau millénaire du faire avec et pas de la tabula rasa. Et ce que je vais vous partager avec vous, c'est un petit peu les conneries que j'ai faites en 25 ans et ce que j'en ai appris et ce que je peux finalement peut-être vous transmettre. C'est un peu un parcours qui se place à l'intersection, ce que j'appelle l'architecture, la pratique et la recherche. Je suis donc praticien, j'exerce en tant qu'architecte depuis 2010. J'ai également été cofondateur d'un collectif qui s'appelle Existe et qui a construit les bâtiments qu'il imaginait entre 2003 et 2010 à travers ce qu'on appelle aujourd'hui de l'action recherche ou du bricolage organisé. Je suis enseignant. J'ai commencé directement à enseigner en sortant de l'école parce que j'adorais mes copains à l'école. Et puis finalement, aujourd'hui, je suis à ma 5e école. J'ai commencé à Marne-la-Vallée. J'ai ensuite été à Lyon, après à Strasbourg, ensuite à Nancy. Me voilà maintenant à Lille où je suis très heureux depuis 6 ans. Et puis je suis aussi étudiant. Je finalise un doctorat par le projet à l'école d'architecture de Versailles. Et c'est un petit peu cette question de architecture, pratique et recherche que j'aimerais mettre en perspective dans un climat où souvent les praticiens font de la recherche, les chercheurs disent que les praticiens ne comprennent rien. Et ce qui m'intéresse, c'est de remettre en dialogue et en partage ces différentes situations. Et c'est ce que je vais raconter à travers ces 5 petits chapitres. Le premier qui est plutôt une sorte de prélude. Le deuxième qui correspond un petit peu à mon engagement en tant qu'enseignant à partir du moment où j'ai rejoint l'école d'architecture de Nancy. Le deuxième qui correspond aux travaux de recherche qui sont présentés dans la salle d'exposition. Ensuite, la manière dont j'essaye de le mettre en pratique, ce qui n'est pas forcément évident, et cette question que je pose à la fin sur la question de l'architecture ouverte, dont je dirai un peu plus par la suite. Alors j'aime bien remettre cette référence parce que j'ai eu la chance de dialoguer, de rencontrer Yona Friedman assez jeune et ça a été pour moi une inspiration extrêmement forte à travers tout le travail qu'il a pu réaliser, et pas seulement Yona Friedman mais tout le groupe d'études d'architecture mobile. Et c'est vrai que quand j'étais étudiant, j'étais plutôt passionné par cette question de la démontabilité, par cette question du mouvement. Il faut imaginer que je suis rentré dans l'école en 1996. C'est le début du mouvement techno, c'est le début des free parties. Et c'est vrai qu'on commence à investir, déjà avec l'association étudiante, un certain nombre de bâtiments qui sont des friches. Et cette question va nous animer pendant de nombreuses années. Alors, je passe rapidement, puisque j'adore aussi, c'est la didactique, la simplicité du message et la manière de le faire. En parallèle,
La situation se corse. Ce que vous voyez ici, c'est 4 scénarios du GIEC en 2018, mais c'est vrai que la préoccupation environnementale va devenir de plus en plus forte. On commence à en prendre à peine conscience au moment où je suis étudiant, et c'est quelque chose qui va être aussi très important dans le développement de mon travail. Expérimentation collective, donc c'est l'idée qu'on va, par l'expérience, en fait, apprendre et se mettre en situation dans un certain nombre de lots. Ce que je montre rapidement, malheureusement les vidéos ne montrent pas, mais ce n'est pas très grave. Notre diplôme, ça va être une installation en marge du parc de la Villette. Et à la suite de ce diplôme, on va être invité à organiser les EASA, qui sont les rencontres européennes des étudiants en architecture, dans une friche attenante à la condition publique à Roubaix, dans le cadre de Lille Capitale culturelle 2004. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de jeu d'autoconstruction à l'échelle 1. On va donner 200 kg d'échafaudage pour un groupe de 2 personnes. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que si vous êtes en mesure de vous faire des amis, un peu comme dans la ville, vous allez gagner en confort, d'habitat et d'usage en vous agglomérant. Alors, normalement, il y a une petite vidéo. J'espère que je vais réussir à la faire marcher. Nous, en parallèle, notre collectif donc, se constitue. C'est une association, loi 1920. Aujourd'hui, il y en a eu de plus en plus qui se sont organisés de cette manière. Et on va faire finalement les équipements de cette organisation qui vont être ce qu'on avait appelé la station de lavage. On avait à peine un petit tuyau d'arrosage pour pouvoir laver 450 personnes. Et en fait, on va installer une bâche à eau industrielle pour pouvoir la charger et faire que chacun puisse avoir de la pression en se lavant. Et puis une station de mangeage où Shigeru Ban va nous prêter gentiment sa cabane qu'il aura construite aussi avec des étudiants de l'école d'architecture de Lille, qu'on va remonter ici, et puis une grande cuisine capable aussi de faire à manger pour 250 personnes. Donc la base en fait d'une occupation, c'est de pouvoir y vivre, c'est de pouvoir y rester, et donc peut-être qu'à Pivoine, la question de l'eau, la question de la cuisine, la question des sanitaires seront des questions évidemment nécessaires pour pouvoir avoir un meilleur usage de ce bâtiment. Alors là, normalement, j'espère que ça marche. Et à chaque fois, on redémonte. C'est-à-dire que tous ces projets qu'on va réaliser de 2003 à 2010 ne seront que des occupations temporaires, un peu en mode Burning Man, et on va à chaque fois laisser place nette et démonter l'intégralité du bâtiment. Et c'est un peu comme ça que la question de la légèreté va devenir une de mes préoccupations, parce qu'à force de monter et démonter les bâtiments que je construis, je vais au fur et à mesure m'intéresser progressivement à leur poids. Dès 2005, avec Exist est invité par Rome Labor, vous connaissez sans doute le collectif Rome Labor Berlin, qui travaille exactement sur ces mêmes thématiques. À l'époque, il y a également Stalker en Italie, mais on est très peu à construire nous-mêmes les projets qu'on défend. Et on va travailler avec le Théâtre national de la ville de Berlin pour s'opposer à la destruction du Palais du Peuple. Le Palais du Peuple est un grand bâtiment construit à l'époque où Berlin est, on va dire, encore occupé, en tout cas fait encore partie de l'Union soviétique. Et du coup, on va, à l'invitation de ce théâtre, construire ce qu'on appelle la montagne, der Berg, mais qui correspond aussi au nom d'un quartier comme Kreuzberg, et pour finalement inviter la population à prendre en compte le fait que ce bâtiment était voué à être détruit, alors que c'est une quantité colossale, en particulier d'acier, c'est un bâtiment assez extraordinaire. On va organiser un événement et qui va permettre à 500 000 personnes de venir dire au revoir à ce qui était le Palais du Peuple à Berlin. On va continuer nos pérégrinations et puis on va partir ensuite à Barcelone, faire ce qu'on appelle la station extraterritoriale. Donc ça, c'est un camping pour accueillir des gens qui sont a priori sans domicile. Et c'est à l'époque où les enfants du canal font des actions très politiques et posent tente à côté de tente pour faire des belles images, pour mettre à la lune de Libé. Et nous, on dit, bah non, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de cuisine. Essayons de trouver une forme efficace pour pouvoir finalement abriter une communauté. Et on va faire démonstration, on va lancer un appel. Et Coloco, Encore Heureux, Stalker, Rome Labor vont nous rejoindre. Et en 3 jours, on va construire un camping vertical capable d'accueillir, de nourrir et de laver 50 personnes dans le quartier de Poblenou à Barcelone. Et puis, on va s'attaquer à Jean Nouvel.
Jean Nouvel vient de livrer la tour Akbar en face et on va la faire décoller. L'idée, c'est bye bye l'architecture monumentale, bienvenue à cette nouvelle architecture des délaissés qui s'attaque aux dents creuses, qui s'attaque aux quartiers pauvres et qui ne prend pas la ville pour la détruire, mais au contraire pour la régénérer par les petites actions. On va finir en grande pompe. On sera invité par Patrick Bouchain, qui devient commissaire du pavillon français de la Biennale de Venise. Et on va construire une sorte de autre station extraterritoriale. C'est un petit peu comme si c'était la station spatiale internationale qui s'était écrasée dans une villa palladienne. Et on va occuper comme ça pendant 4 semaines les Giardini. Ça sera le début de la fin pour Exist. Un moment de gloire énorme, mais aussi un moment de division. Notre petit groupe, qui était constitué de 5 copains venus de Strasbourg, s'installer à Paris et qui avaient commencé à travailler ensemble, va évidemment être tiraillé par des perspectives différentes, en fait. Certains vont s'orienter dans des actions sociales plus dures et l'activisme. D'autres vont partir plutôt vers le stage design et travailler pour de la techno. Et moi, je vais essayer de continuer d'être architecte. À la suite de ça, je suis parti m'installer au Brésil, toujours pour travailler sur ces questions d'occupation. Et l'histoire ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Je reste toujours très influencé quand même par, on va dire, le high-tech et finalement toutes ces architectures. Et il y a toujours un lien, mais un lien qui se fait d'images qui étaient celles de l'expression d'un futur plutôt enchanté dans des univers comme ça un petit peu différents. L'idée du faire avec. Et c'est vrai que c'est plutôt de mettre un tas d'échafaudages au milieu d'un squelette de béton. Et depuis de nombreuses années, en fait, je travaille en parallèle de ce que je peux faire avec Exist, avec un architecte aussi paysagiste qui s'appelle Pablo Georgiev, un collectif qui s'appelle Coloco, qui a beaucoup travaillé avec Gilles Clément. Et on va essayer de trouver une manière de faire une action conjointe. Eux, depuis 1999, en fait, travaillent sur la question des squelettes, c'est les bâtiments abandonnés, inachevés. Il y a un très beau livre qui s'appelle Incompiuto, qui a été fait par le collectif Fosbury en Italie et qui fait un répertoire exhaustif de tous ces bâtiments qui n'ont pas été achevés. Il y en a beaucoup. Et on va proposer, en fait, de réactiver, réhabiliter une ruine dans le cadre de l'année de la France au Brésil, un petit peu sur les principes de ce qu'on avait proposé pour la Biennale de Venise, mais cette fois avec plus de liberté, parce qu'à Venise, on s'est un peu senti comme des singes en foire, en fait, parce que les gens venaient nous jeter des cacahuètes, on était les petits architectes qui dormaient dans l'échafaudage dans la Biennale, et du coup, on va dire que c'était un contexte où on avait l'intention d'être un petit peu plus utile. On va nous confier un bâtiment magnifique, qui est une sorte de copie brésilienne de l'Everhouse de Gordon Bunshaft. Vous connaissez peut-être ce bâtiment d'SOM. Et qui, en fait, était l'ancien siège de la Compagnie nationale du verre brésilien. C'est un bâtiment construit en 68, qui va être l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Roger Smekol. L'histoire de Roger Smekol est incroyable, mais il faut imaginer que c'est une famille qui arrive de Syrie, qui passe par Paris et qui devient un des architectes les plus prolifiques de l'histoire brésilienne et de São Paulo. Il a construit 200 tours, alors qu'il est mort à 48 ans. Vous imaginez un Syrien qui arriverait en France et qui aurait réussi à construire 200 tours à l'âge de 48 ans. Je pense que ce n'est pas une histoire qui est reproduisible aujourd'hui, mais son histoire est aussi assez tragique. Alors évidemment, on va s'imaginer de faire vivre en fait cette ruine et de l'activer avec un échafaudage. La première action qu'on propose, en fait, c'est d'installer des ateliers de fabrication, comme à l'Opéra, de mettre un atelier de construction bois, un atelier de métal, un atelier de céramique, d'électricité. Et ce qu'il faut, c'est, pour pouvoir occuper ce bâtiment, c'est assurer la sécurité incendie. Il n'y a qu'un seul escalier, il n'est pas encloisonné, et donc il faut sécuriser ce bâtiment. Et puis après, on va s'amuser, une tour symbiotique, un bâtiment qui vivrait, un bâtiment dont on pourrait s'échapper au 5e étage pour éviter de rester coincé en cas d'incendie. Et malheureusement, l'histoire ne va pas tout à fait la même. On ne va jamais recevoir les financements du... Ah mince. On ne va jamais recevoir les financements de l'État.
on va devoir abandonner le projet. Et ce que je voulais vous montrer là, ça restera une image sur fond noir. Mais en fait, le bâtiment va être occupé. Et la sécurité incendie ne va jamais être assurée. Là, on voit les Pichador, qui sont les graphistes de São Paulo. Ils vont prendre l'œuvre magnifique de Roger Smekol, et le bâtiment va être occupé. Il va être occupé par 2 fois. Il faut imaginer aussi la symbolique de ce bâtiment. Il aura été le siège de l'équivalent du Saint-Gobain brésilien. Enfin, ils n'ont jamais fabriqué de verre, ils l'ont toujours importé de Belgique. Mais il aura aussi été le siège de la police fédérale pendant la dictature. Quand on a visité la première fois ce bâtiment avec Pablo Georgiev, on est arrivé au 14e étage, il y avait 6 chaises de dentistes les unes à côté des autres, elles ne servaient pas à faire du soin dentaire. Ça vous dit un petit peu l'intensité. Et nous, on était un peu comme les Ghostbusters, quoi. On devait ramener la vie, l'amour à l'intérieur de cette tour. Malheureusement, je vous raconterai la suite de l'histoire plus tard. J'arrête Exist et je décide finalement de passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est me dire je pourrais peut-être être plus utile dans les écoles à faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire étudiant, je militais pour faire de l'échelle 1, je militais pour ramener de la cohérence entre les enseignements, je militais pour pouvoir faire la structure et l'informatique au sein du projet, des choses que j'essaye toujours en tant qu'enseignant de faire à presque 50 ans et que j'ai toujours du mal à faire. Et je vais avoir des petites occasions comme ça de tester des trucs. Le premier truc un peu significatif, ça va être la scénographie de l'œuvre complète de Yona Friedman au Ludwig Museum de Budapest. Et je vais du coup aller voir très souvent Yona pour décider de ce qui va être présenté. Et là, on réunit en fait une quarantaine d'étudiants en architecture et en art, et on n'a quasiment pas un rond, et il faut aller faire une exposition. Et on fait ce que tout le monde rêvait faire, on prend les dessins A4 qui étaient dessinés au petit stylo bic et au feutre par Yona Friedman, et on va les dessiner sur les murs du musée. On en fait des 4x3, comme ils sont là, et on redessine en fait les histoires de Yona Friedman au mur, à la main. On commence avec un vidéoprojecteur, et puis on repasse et on dessine tout à l'acrylique. Et puis on va aussi faire un prototype de ces différentes expérimentations. Ça, c'était une sculpture qu'il adorait faire avec des étudiants pour faire une sorte d'abstract comme ça, pour parler de la question du réemploi, avec des polystyrènes d'emballage d'électroménager. Derrière, on va faire une cuisine dans laquelle on va avoir nos petits aromates. Et puis, on va aussi construire un fragment de ville spatiale. On va se baser sur un dessin de 1954, et puis on va le mettre en espace dans une sorte à l'échelle 1, tout simplement. Et Yona écrit ce truc très beau à l'entrée de l'exposition. Il dit les objets exposés ne sont pas uniquement des objets, mais des idées. Et l'histoire de ces idées, continuer ces idées, c'est à vous. Et c'est un peu toujours cette idée-là, c'est-à-dire en architecture, on met toujours la question de l'auteur et de l'œuvre au centre, mais finalement, on passe notre temps à se copier les uns les autres, sans même d'ailleurs se citer correctement. Les architectes sont des grands voleurs, en fait, et quand on voit là, les mouvements qui se passent sur chacun fait son immeuble en pierre, chacun fait son immeuble en terre, chacun fait son immeuble en bois, une espèce de mouvement comme ça qui se crée, mais sans jamais forcément reciter clairement, en fait, les gens à qui on emprunte les idées qu'on utilise. En musique, c'est interdit. Si vous prenez plus de 5 notes, il faut donner des droits d'auteur, vous utilisez un sample et ainsi de suite. Pourquoi ne le ferions-nous pas, nous, dans le travail qu'on peut produire en architecture ? Alors, on va avoir une opportunité à Lyon, pas loin d'ici, et je vais avoir la chance de pouvoir commencer avec les grands ateliers de l'île d'Abo. Et du coup, je vais continuer à travailler, à réunir des étudiants d'architecture, d'écoles d'architecture et d'écoles d'art. Là, c'est des étudiants de l'école d'architecture de Strasbourg et de l'école des beaux-arts de Lyon. Et on va construire ce prototype. La commande qui nous était donnée, c'était de faire pour une galerie qui s'appelle la galerie Roger Tator, qui était assez engagée dans le 7e arrondissement à Lyon. Et puis, il voulait faire un truc en conteneur. Et je lui dis, mais les conteneurs, c'est bidon, on n'en fait plus. Moi, je te mets 3 conteneurs dans un conteneur. On va dessiner un système modulaire. Et puis, on va construire un système hybride. On me demande toujours pourquoi j'utilise autant d'acier.
C'est pour ça que je monte l'échafaudage, parce que j'ai monté de l'échafaudage pendant quasiment 10 ans, et du coup, je ne me suis pas tout de suite lâché mes aciers, mais je les ai transformés. Je les ai rendus carrés pour pouvoir accrocher des panneaux de bois, et on va développer ce système constructif pour la Factatory. Et puis, une fois qu'on a construit le premier prototype, on va quand même avoir un atelier de construction mobile et on va développer un grand plateau sur ce terrain qui est une friche de la SNCF et à partir de 2014, la Factatory va s'installer. Je fantasmais aussi, parce que j'étais très fan du travail de Haute-Arcy pour aussi me déconnecter du réseau d'eau et puis faire de la récupération de l'autonomie énergétique. On n'a jamais eu les moyens de le faire. Néanmoins, la Factatory s'est installée pour la première fois sur ce terrain, qui est juste à côté de la gare Jean Massé, à Lyon. Ce projet fonctionne et puis aujourd'hui, il est toujours installé. C'est son 4e site. Donc finalement, j'arrive à faire mon architecture démontable et un peu plus pérenne que mon truc d'échafaudage et de palette avec lequel j'avais bricolé pendant les 6 premières années de ma vie. Alors, je ne crache pas dedans parce que j'ai quand même appris à couper, j'ai appris à souder, j'ai appris à faire de l'électricité, mettre une structure à la terre, j'ai appris à faire de la plomberie, j'ai appris à faire plein de trucs. Mais néanmoins, j'étais quand même un peu limité. Et c'est vrai que quand je suis arrivé aux grands ateliers et que j'ai pu travailler avec des professionnels, avec de vrais outils, je me suis dit quand même, j'ai perdu un petit peu de temps. Après, j'avais déjà passé un peu de temps en entreprise, donc je connaissais un petit peu l'histoire. Néanmoins, c'est quand même intéressant de travailler accompagné avec de vraies entreprises et avec des professionnels de la construction. Je me suis pris à rêver à en mettre partout, évidemment, mais mon idée était toujours que ces architectures légères pouvaient venir parasiter et contraster avec finalement les bâtiments qui étaient déjà là. On va continuer, je vais passer rapidement, mais je vais travailler avec ces carrés sur différentes trames. Les trames vont toujours s'adapter en fait aux matériaux industriels avec lesquels on va travailler. Et là, ça va être pour faire un pavillon, une petite galerie démontable qui va sillonner l'Île-de-France comme ça pendant 3-4 ans. Et qu'on va monter et démonter de la même manière, avec commencer à hybrider évidemment de plus en plus de matériaux, toujours au gré des partenaires et des sponsors qui vont supporter ce travail. Là, c'est la première fois que je travaille avec KLH, donc qui file des dalles, et puis on va faire un système aussi pour pouvoir les mettre ensemble, les monter, les démonter. Mon idée, c'est toujours de pouvoir rendre la matière, la ranger, parce que finalement, j'ai fait ça tout le temps, mais un petit peu comme un enfant qui jouerait au Lego et qui garderait les boîtes et puis les manuels, et puis des fois, il ferait des châteaux, des fois, il fait des vaisseaux, des fois, il fait des maisons. C'était un petit peu cette idée-là avec laquelle je me déplaçais. Cette idée aussi toujours de pouvoir installer sur des sites temporaires ces différents matériaux. Ça, c'est l'hôtel des jours meilleurs. C'est une sorte d'hommage à Jean Prouvé avec la maison des jours meilleurs. C'était un concours qui était lancé par l'association Pérou, animé par Sébastien Thierry, qui enseigne aujourd'hui à Malaquais, pour construire un centre d'hébergement d'urgence sur le toit des magasins généraux au bord de la Seine à Paris. Projet qui est en train d'être fait aujourd'hui par Encore Heureux comme pour devenir un tiers-lieu. Ça, c'est en 2016. Et puis, le développement de ce système constructif, où d'année en année, j'essaye de l'améliorer. Et ça, c'est dans le cadre de la Biennale d'architecture de Lyon, où je fais une découverte assez intéressante, c'est le ductal, qui est ici sous forme de plaque. Et je m'amuse, dans le cadre de cette exposition, à renverser ce que tout le monde appelle de l'architecture écologique, c'est-à-dire un mur, souvent une paroi en béton, et puis on va mettre un joli petit bardage de bois dessus pour lui donner une dimension écologique. Et là, en fait, on fait exactement l'inverse. On fait un caisson bois démontable sur lequel on vient le stabiliser avec le parement. Et ça a toujours été comme ça une sorte d'inversion des choses qui m'a permis comme ça de faire des petites étapes de recherche. Aujourd'hui, cette idée, elle est industrialisée par l'entreprise qui fabriquait à l'époque ces panneaux de ductal. Le nom, Mouloud, c'est Fer, mais le nom du produit, ça s'appelle Woodwall, voilà. Et c'est justement un mur en bois dans lequel la finition est une finition ductale. Et c'est très intéressant de renverser la disposition parce que le ductal est un produit à très haute performance et avec une très très grande résistance dans le temps. On peut lui conférer des résistances de plusieurs siècles, alors que le bois, il faut le protéger. Il est précieux, il est fragile. Et donc, en fait, c'est assez intéressant, c'était assez intéressant pour nous de faire ça. Et surtout,
ont diminué de façon absolument incroyable l'épaisseur du mur, puisque là, on a 15 cm de caisson bois préfabriqué démontable. On a ensuite un complément d'isolant de 10 cm, et dessus, on a une lame d'air et le parement ductal qui fait un mur de 28 cm d'épaisseur en tout, alors que si vous prenez 20 cm de voile béton, 20 cm d'isolant et ensuite le truc, vous avez un mur qui fait 45 à 50 cm d'épaisseur. Et donc, il m'aura fallu pratiquement 10 ans pour dessiner 3 pièces d'échafaudage carré. Comme quoi, le temps fait son œuvre. Mais cette pièce était pour moi assez intéressante parce que c'était un système de clavetage qu'on n'a jamais breveté, mais sur lequel on a beaucoup travaillé, qui permettait d'avoir des IPN bloqués avec un ancrage 4 appuis, c'est ce qui vous permet d'avoir une stabilité dans un ouvrage en acier, et du coup de conférer en fait la démontabilité de l'échafaudage, mais la solidité d'une structure pérenne avec ces éléments de fabrication. Puis je vais me montrer très fier tout ce travail le jour où je passe pour première fois le concours de la titularisation. Cette fois, c'est à l'école d'architecture de Nancy. Et puis, il y a un enseignant dans le jury, dont j'ai oublié le nom, parce que ça m'a un peu traumatisé, et qui me dit « Mais ton projet n'est jamais qu'une plate copie du Moduli 225 de Goulichkon et Palasma. » Je me gratte la tête, je ne connais pas Goulichkon et Palasma, je n'ai jamais entendu parler de ce projet, et donc je cherche, évidemment, je sors, je n'ai jamais de job, et je vois le truc et je fais « Putain, mais c'est le même ». Et donc, des fois, c'est bien d'avoir des intuitions, mais si vous faites des prototypes, première recommandation, faites un état de l'art. D'où l'intérêt de la recherche et de la pratique. Parce que c'est vrai qu'on est les uns à côté des autres à réinventer des trucs qu'on ne sait même plus, on ne se souvient même pas dont on les a vus, alors que quand même, dans un processus de recherche, on va travailler sur la question d'un état de l'art, et pour pouvoir justement regarder et améliorer en fait l'état des connaissances. Et s'il y a bien une chose qui fait défaut en architecture, c'est que le corpus, alors que c'était la base de l'enseignement, dans les fondements même de tous les traités d'architecture, et en particulier en France, dans l'enseignement qui était donné par d'abord Blondel, ensuite Blouet et beaucoup d'autres, le corpus donnait en fait la teneur. Alors que là, on fait des photocopies. On fait vraiment des copies de photos, les uns à côté des autres, mais le corpus n'est plus maîtrisé. Et chacun se réapproprie des éléments de recherche, des éléments de théorie, et c'est ça qui va conduire la troisième partie de ce travail. Entre-temps, il va se passer un truc aussi, mais l'immeuble à São Paulo, en 2018, il a cramé. 72 personnes sont mortes. On était là à 2 doigts de signer un bail amphithéotique pour faire de ce bâtiment abandonné un tiers-lieu. Les gens qu'on avait convaincus de travailler avec nous généreusement, parce que l'idée c'était les artistes arrivent pour un an plutôt que d'aller à l'hôtel comme moi ce soir et ainsi de suite, on utilisait l'argent pour réhabiliter un bâtiment. Avec les forces vives, les étudiants, les artistes et puis la communauté sur place, l'idée c'était de finalement d'être un peu utile et pas de faire une installation de plus, mais vraiment essayer de transformer activement un bâtiment. Il a été évacué une fois, les financements n'ont jamais été donnés pour pouvoir faire la sécurité incendie du bâtiment, il a été occupé par des marchands de sommeil. Le 1er mai 2018, j'ai un appel, on me dit « Ah, monsieur Rizzotti, vous aviez travaillé sur ce bâtiment, ouvrez la télé, il est en train de brûler. » Je l'ai vu tomber comme le World Trade Center le 11 septembre 2001. C'était mon deuxième 11 septembre. C'est dommage, la séquence, elle est complètement folle, mais je la montrerai à une autre occasion. Voilà ce qui reste de mon beau Wilton Paes de Almeida. Un tas de ruines. Et ça va vraiment être un choc. Ça va être un choc terrible parce qu'en fait, on a beau avoir des bonnes idées, on a beau penser, trouver des solutions, le fait de se sentir comme ça incapable d'agir concrètement et de voir que la machine continue à avancer, à broyer des vies, des gens, c'était extrêmement douloureux. Et c'est à ce moment-là que je vais m'engager dans la question de la recherche. Je vais m'engager vraiment activement. Je vais dire, bon, moi, je vais arrêter de bosser avec les promoteurs, je vais essayer vraiment de faire un truc et d'apprendre de mes erreurs. Première erreur, c'est qu'en fait,
s'il n'y a pas de volonté politique, c'est difficile de changer les choses. Et je peux vraiment vous le dire parce que j'ai passé 15 ans sur le terrain avec des associations face à des décideurs et que ça a été d'une violence rare. Et l'adversité, je peux en témoigner, venait plutôt souvent de l'intérieur que de l'extérieur. Ça faut aussi, des fois c'est assez complexe à comprendre, mais les gens se servent aussi de la misère des autres pour leur propre reconnaissance, se mettent en avant dans les situations et des fois c'est aussi assez violent. Je parlais de l'histoire des enfants du canal, mais j'en ai vécu quand même pas mal. Du coup, l'idée, ça a été aussi de m'investir beaucoup plus dans l'enseignement, c'est-à-dire d'être vraiment en rapport avec les gens qui étaient finalement ceux en qui je pouvais me reconnaître, c'est-à-dire moi en tant qu'étudiant en architecture. Et du coup, je vais entamer ce travail. Je vais d'abord m'intéresser en particulier au cycle du carbone, parce qu'un petit peu par hasard, comme ça, je vais faire une très belle rencontre à la suite d'un prix que j'ai reçu quelques années plus tôt avec un professeur qui est aujourd'hui mon ami, qui s'appelle Guillaume Habert, et qui est en train de monter la chaire construction durable de l'ETH à Zurich. Et en fait, je discute de mes histoires de poids. Il me dit, bah, tu sais, le poids, ça permet de vérifier directement les évaluations carbone. Et je vais rentrer de plus en plus dans cette histoire de carbone. Il y a une autre personne qui va être très importante, à qui j'ai aussi, qui a été très influent dans ce travail, c'est Werner Zobeck, avec qui j'ai eu la chance de collaborer et qui va vraiment me donner des clés, en fait. Et c'est très important. Il y a quelques fois dans une vie, on en parlait tout à l'heure, il y a quelques rencontres qui sont déterminantes et qui vont vous permettre comme ça de prendre des directions qui vont être importantes dans le défilement de vos idées. Et je vais aller proposer ce travail de recherche pour le pavillon de l'Arsenal et qu'on va mener du coup avec cette chaire construction durable de l'École polytechnique fédérale de Zurich autour de la question quel est le poids du bâtiment. Et c'est une question qu'on n'a pas inventée, hein, c'est cette question que pose déjà depuis les années 20 Buckminster Fuller, dont on a dit plein de choses, mais qui a quand même eu cette intuition très forte, c'est qu'à un moment, avec le développement démographique, ça allait poser un impact sur la gestion des ressources et que les deux étaient fortement liés. L'autre point, c'est que on a beau enchaîner les réglementations, hein, les unes après les autres. La première, c'est 74, donc c'est à peu près un petit peu avant ma naissance. Bon, ça n'a pas arrêté de monter. Hein. Donc à un moment, il faut déjà aussi pouvoir comprendre la réglementation pour pouvoir agir avec. Mais tout ça pour vous dire que je vais agir un petit peu moins à l'instinct et je vais commencer à me baser. Peut-être parce qu'il y aura un arrêté qui m'aura nommé maître de conférence, je vais m'intéresser un petit peu au texte et je vais rentrer un peu dans le réel et pas simplement, on va dire, dans des combats, je ne vais pas dire superficiels, mais dans des combats dont je ne maîtrisais pas tout à fait les tenants et les aboutissants. Je vais rentrer de plus en plus dans la question de l'analyse du cycle de vie, voir les particularités, la question de la complexité. Je l'expliquerai plus en détail et puis on aura le temps d'en débattre demain matin avec ceux qui seront là et puis peut-être dans les discussions autour de l'exposition. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne d'analyse du cycle de vie prend différents modules qui va de l'extraction jusqu'à la construction, ensuite toutes les étapes d'utilisation, les étapes de fin de vie et puis ce qu'on appelle les potentiels de revalorisation. Et aujourd'hui, on la met même dynamique en espérant qu'on trouvera des solutions, ce qui rend des fois les choses un peu difficiles à comprendre. Et du coup, on s'est intéressé en particulier aux réglementations suisses, américaines, françaises et allemandes quand on a fait ces travaux. Il fallait savoir aussi qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait. Donc j'ai regardé un petit peu les statistiques, elles sont toutes disponibles sur l'INSEE, c'est aussi un outil formidable pour commencer à travailler. Et j'ai vu que la maison française moyenne mesurait à peu près 120 mètres carrés, et puis on a utilisé nos outils pour commencer à estimer déjà le poids de cette construction. Et ça, c'est alors ce qui se fait dans la majorité en fait, de la production. On a pris simplement les années 2000 à 2020, une construction en maçonnerie dite traditionnelle. Ici, ce volume, il est très simple, il fait 6 mètres par 10, ce qui est une mesure assez standard sur 2 niveaux. Elle est posée sur un radier, elle n'a pas de fondation profonde, elle a des murs en parpaing, elle a globalement un plancher ourdi pour faire les 2 dalles des niveaux supérieurs et ici
Dans le modèle qui est présenté, elle a des fenêtres en aluminium. Et ce qu'on ne voit pas parce qu'il y a un enduit, c'est qu'elle a surtout un isolant en polystyrène expansé et qu'ensuite le tout est collé. Et après, donc ça, il faut imaginer qu'à peu près l'empreinte carbone d'un bâtiment comme ça, c'est 800 kg équivalent CO2 par mètre carré. Ça vous donne un petit peu ce qu'était la production traditionnelle. Ce que je n'ai pas non plus expliqué, c'est que ce travail se fait évidemment au moment où on va installer la nouvelle réglementation 2020 en France et que c'est dans cette perspective que je vais faire toutes ces études. Et puis après, on va faire ce que les gens appellent communément une construction bois, mais ça reste une construction hybride béton-bois, et je mets bien le béton avant, parce que si on fait le rapport des masses au mètre carré de chacun des matériaux, c'est néanmoins le béton qui reste majoritaire dans cette construction. Il utilise le même type de radier pour sa fondation, et ensuite, l'ensemble des planchers, pour des questions de confort acoustique et de tenue dans le temps, sont aussi renforcés par une chape de 6 cm de ciment. Et ça, néanmoins, ça permet quand même d'atteindre, de diviser quasiment par 2 la masse surfacique du bâtiment et de diviser quasiment aussi par 2 son empreinte carbone. Et ça correspond à ce que la réglementation attend comme transformation. Elle attend une transformation de filière. Mais est-ce que c'est la même solution? Est-ce que pour arrêter le ciment, il faut aller raser toutes les forêts françaises pour pouvoir construire les maisons de demain? Je mets un petit peu la question en perspective. Et du coup, surtout, que veulent dire ces chiffres? À quoi se référer pour pouvoir faire ce travail? On fait le même exercice, je passe très rapidement, sur l'habitat collectif. Et donc, les deux catégories de bâtiments auxquels on va s'intéresser, ça va être on va s'intéresser à l'habitat, qui représente 80% de la production de bâtiments. Je ne suis pas rentré dans les infrastructures, on n'est pas rentré dans les exceptions. Et globalement, en France, sur 2020, c'est 400 000 unités de logements qui sont produites chaque année, environ 200 000 logements individuels et 200 000 appartements. Un appartement, taille moyenne, c'est 80 mètres carrés, une maison, 120 mètres carrés, donc on peut considérer qu'à 200-200, c'est environ 100 mètres carrés par logement produit. Ça vous donne un petit peu la quantité de matière consommée. Tout ça va être présenté dans un livre, L'empreinte d'un habitat. Donc vous avez un extrait de 18 projets qui est présenté dans la salle d'exposition, pour lequel on va développer en fait un code couleur, parce que tout le monde parle de sa donnée carbone, moi je suis moins 20% plus que toi, et ainsi de suite, mais surtout, on ne le voit pas. Et donc, toute l'idée de cette recherche, c'est de mettre en image le carbone, et c'est ça qui va conduire cette logique. À l'époque où je fais ça, mon fils est en 6e, donc je m'intéresse à ses cours de physique-chimie, et puis il y a les familles de matériaux, et donc j'ai l'idée d'utiliser une couleur par famille de matériaux. Et donc, le rouge correspond à tous les métaux, comme le feu, le rose à tous les plastiques, comme les malabars, le vert aux produits verriers, parce que si on met le vert dans les minéraux, ça devient assez gris quand même, l'architecture, et c'est assez moche, donc ça nous faisait intéresser de faire sortir cette couleur. Donc le bleu, pardon, pour le vert pour les matériaux biosourcés, et ensuite, même si c'est faux sur cette édition du bouquin, ça a été corrigé derrière, le gris pour l'ensemble des minéraux. On va mettre aussi en espace, en fait, pour pouvoir expliquer simplement à quoi correspondaient ces différents matériaux. Et on va utiliser les données suisses, parce qu'en France, à cette époque, c'est très polémique. On considère que le bois stocke du carbone. Je veux bien qu'on considère que le bois stocke du carbone, mais pour moi, un arbre, si on l'a coupé, il arrête d'en absorber. Et donc, évidemment, on peut toujours faire des calculs, mais il faudrait, c'est ce qu'on dit souvent, enfin, ce que dit même très bien Guillaume Habert, il faudrait déjà que ce soit vos grands-parents qui aient planté l'arbre pour que vous construisiez votre maison, il faut que vous considérez que vous l'avez stocké et qu'il fait partie de vos patrimoines. Sinon, vous arrachez quand même un arbre et ça pose un petit peu question. Mais ce que permettait aussi ça, c'était de montrer finalement les impacts énergétiques des différents matériaux qui sont quand même tous utilisés dans des quantités différentes dans la construction. Et ce qu'on voit là, à chaque fois, on a un morceau de 20 par 20 de 10 kg. Donc vous voyez que là, 20 par 20, vous avez 12,5 cm de béton, parce que la densité du béton, c'est 2500 béton armé, 2500 kg par mètre cube. Et là, c'est du pain, vous avez du coup
12, 50 cm, parce que, même un peu, pardon, plus, parce que c'est 500 kg, donc c'est 5 fois 12,5, je disais une bêtise, donc à peu près 60 cm, qui correspond en fait à la différence de quantité de matière. Donc avec 10 kg de bois, bah, vous pouvez quand même faire un poteau 5 fois plus grand qu'avec 10 kg de béton. On va mettre en place un protocole et on va utiliser en fait la maison 8 par 8 qui est à droite dans l'exposition, dont on connaît toutes les données parce qu'elle est considérée comme, en fait c'est une œuvre d'art, elle se déplace donc elles sont pesées et du coup on va pouvoir tester notre protocole. Et à moins d'1% près, ça fonctionne. C'est-à-dire à partir du moment où on fait une maquette numérique identique au réel, on est capable d'avoir le poids des matériaux. C'est du boulot, mais c'est quand même très intéressant. Et je me suis souvenu comme ça de comment Tadao Ando avait appris l'architecture. Bah, il a refait en maquette 30 projets de Le Corbusier. Et du coup, bah, moi, j'ai fait en maquette 30 projets que j'avais vraiment aimés dans mon petit parcours d'architecte et j'ai énormément appris. Et du coup, on a rajouté également, pardon, je me suis dispersé là-dessus, on a rajouté également 2 autres indicateurs. Donc le premier, c'était de faire la corollaire entre la masse des matériaux et l'empreinte carbone. On s'est donc basé en fait toujours sur une base de données qui n'est pas celle de l'INES qui est utilisée en France, mais qui est celle celle utilisée par les Suisses, parce qu'en fait on avait un panel de projets internationaux, donc on est parti avec la méthodologie utilisée par notre partenaire de recherche, et on a rajouté 2 autres indicateurs qui sont pour moi les plus importants et qui sont vraiment des indicateurs d'avenir, qui étaient la complexité et l'efficacité. La complexité en rapport avec le travail de Jean Prouvé, c'est le nombre de pièces différentes qu'on a dans un projet. C'est l'indicateur, l'effort de conception. Et l'efficacité, c'est le nombre de pièces différentes qui arrivent in situ sur le chantier. Et ça permet d'évaluer l'efficacité du chantier. C'est bien de construire avec des biomatériaux, mais on a aussi étudié un certain nombre de projets vernaculaires où s'il faut sortir, que ça prend une vie de sortir du champ tous les cailloux, bon, ça pose quand même un petit peu des questions sur la manière et les modes opératoires dans le monde capitaliste dans lequel on vit, ou en tout cas dans l'économie de marché qui dirige aujourd'hui le fonctionnement de la société. Je montre rapidement, on va essayer de synthétiser tout ça en 3 panneaux. Un panneau très simple qui explique en fait l'histoire de ce projet en donnant un certain nombre d'indicateurs. Un dessin qui donne en fait le nom des différentes pièces et des matériaux qui sont utilisés. Ça permet aussi d'avoir le niveau de précision à laquelle on a fait ce travail. On s'est concentré principalement sur la question du clos couvert. On n'est pas rentré dans l'élo technique, mais parce qu'on a aussi beaucoup de projets sur lesquels il n'y avait pas beaucoup de log technique. Faut le comprendre. Après, ce qu'on a appelé le système constructif, c'est-à-dire c'est un fragment qui, si on le reproduisait, permettrait de faire la maison, et qui est l'échelle à laquelle on a comparé les projets. L'autre truc qui est à côté de l'étalon de recherche, c'est qu'on compare les systèmes constructifs et pas les objets, parce qu'en fait, c'est trop difficile de comparer par rapport aux spécificités du site, alors qu'en fait, quand on regarde les systèmes constructifs, on arrive à les mettre à une échelle où, en tout cas, il y a un paramètre qui permet, on va dire, il y a une échelle de comparaison qui est possible. Et puis après, le projet global avec son inventaire, comme ces petites pièces de Lego, qui permet de regarder les indicateurs potentiels de réemploi. Ça va donner lieu à une très belle exposition. Dont on espérait qu'elle voyage. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup bougé. Les cadres ont été démontés, ça a servi. Enfin, des fois, c'est un petit peu le malheur du réemploi. Il y a aussi, quelques pertes. Néanmoins, je suis très heureux de la voir parce qu'elle est dans sa forme la plus simple, très légère. Quelques impressions, et ça permet de partager ce niveau d'information et tout ce travail. C'est 6000 heures de travail qui nous aura fallu un gros effort à toute l'équipe qui a bossé sur ce projet et je leur en remercie encore aujourd'hui, en particulier pendant le Covid. On a tout mis en stand-by. Moi, j'ai fait le secrétariat et tout le monde s'est mis à faire des 3D, à modéliser, à colorier ses dessins. Et une très belle exposition qui a été possible grâce à Alexandre Labasse, qui était directeur du pavillon de l'Arsenal à l'époque, où on a mis en fait en scène notre étalon de recherche, c'est-à-dire les pièces déterminantes de la maison 8 par 8. Après, autour de là, on partait de l'échelle 1, plutôt les ambiances, après les maquettes et à l'extrémité, les analyses. Aujourd'hui, il y a 18 projets qui sont présentés. J'ai essayé de faire des petits chapitres
Je vois qu'il y a des conneries dans les titres, mais en gros, les talons de recherche, c'est la maison démontable. Ensuite, on a les projets qui sont plutôt de l'invention autour des nouveaux matériaux, l'aluminium en fait, et chaque fois qu'on a un nouveau matériau, il y a des espoirs, il y a des projets qui naissent, ça c'est assez intéressant. Les cas de maisons individuelles, et c'est les prémices aussi de la question de la préfabrication, hein, c'est les moments où, que ce soit en particulier Charlotte Perriand, Prouvé, commence à travailler sur la question de l'industrialisation du mobilier, donc ils vont faire le lien entre artisanat et industrialisation. C'est cette idée très sociale à l'époque, hein, que la production de masse va permettre d'améliorer la qualité de vie des plus grands nombres. C'est toujours un peu des idées de Bourges quand même, mais c'est des choses qui ont quand même beaucoup animé les débats pendant des décennies. Les prémices de l'industrialisation et de la préfabrication à grande échelle qui sont rendues possibles tout simplement par le transfert en fait, des outils de guerre dans la construction. On va avoir des grilles, des caterpillars, des outils de plus en plus gros, des grues de plus en plus puissantes qui vont nous permettre de lever, de déplacer en fait, des engins. Et on a 3 cas qui sont très intéressants. Un projet que j'aime beaucoup de Paul Rudolph qui s'appelle Oriental Masonic Garden et qui est sans doute la première expérimentation en modulaire bois préfabriqué dans les années 70. Paul Rudolph, c'est quelqu'un qui est très important dans les cours de construction aux États-Unis parce qu'il aura été l'élève de Walter Gropius qui avait monté la chaire construction d'Harvard. Il a étudié là-bas, mais c'est surtout le prof qui va former derrière 4 personnes qui vont être très importantes dans le mouvement du high-tech, qui seront Richard et Sue Rogers, et puis Norman Foster et Wendy Shepman, qui vont à cette époque, pendant le cours de Paul Rudolph, fonder le Team 4. Et puis, dans d'autres exemples, Claude Prouvé, donc le fils de Jean, qui va faire son diplôme sur un prototype d'habitat industrialisé qui ne verra jamais le jour à cause du choc pétrolier, et une autre expérimentation de Renzo Piano et Peter Rice qui s'appelle Evolutive Housing, qui est un projet très intéressant où on reprend une logique d'infrastructure pour faire de l'habitat en série face à un tremblement de terre en Italie, des projets high-tech qui travaillent sur la question de la légèreté de la démontabilité, en face le low-tech, et les deux sont très inspirants dans les modes opératoires. Je pense qu'il faut s'intéresser en détail aux projets pour voir ce qu'ils ont à nous apporter. Et puis aujourd'hui, des solutions de préfabrication contemporaine dont je pourrais parler plus en détail. Je vais passer très vite. L'idée de la recherche, c'est aussi de la mettre en pratique. Et en parallèle, j'ai eu la chance d'avoir un projet, 2 projets successifs. Le premier, un petit prototype en fait, qui va servir au deuxième. Ça aussi, c'est intéressant, quoi. Moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec ces architectes qui disent que chaque projet est unique et que c'est une œuvre. Moi, je crois que c'est un travail qui se fait sur le long chemin. Pour avoir étudié vraiment en détail le travail de Prouvé, dans l'exposition, il y a 3 projets. Vous vous rendez compte que sa maison 8 par 8, elle est fabriquée avec 43 composants différents et un total de 242 pièces. Quand il fait 10 ans plus tard la maison Métropole, il n'y en a plus que 24. Ça veut dire qu'il a réussi à doubler sa chaîne de production avec la même usine, tout simplement parce que grâce à sa plieuse d'acier, il va faire toutes les tôles de pliage et il va intégrer le recouvrement dans le panneau préfabriqué. Et du coup, il va optimiser sa cadence de production, en tout cas par rapport à ses enjeux. Et c'est ce qui va lui permettre en fait, de répondre à tout un tas de projets, que ce soit le siège du Parti communiste pour Niemeyer, que ce soit la Maison du Peuple à Ivry, ou tous les projets dans lesquels il va participer. Prouvé va résoudre un nombre de problèmes pour les autres de façon absolument incroyable. Et à la fin, quand il fait... Avec son fils, il a déjà perdu son usine. Il va faire le système industriel, le système CIR, j'ai oublié l'abréviation. Il n'y aura plus que 13 composants. Mais il aura fallu 30 ans pour diviser par 4 la complexité de son système constructif, tout en réussissant à, à améliorer ses possibilités. Le système, au début, n'allait que dans un axe, ce sont des travées qu'on pouvait reproduire. Ensuite, il va commencer à les superposer sur des structures, les installer sur des sites. Et à la fin, le système est modulaire et ouvert et intègre tous les réseaux. Et c'est bien dans une continuité de recherche, en fait, et pas de juxtaposition d'œuvres plastiques, que se fait le lien. Et c'est la logique, en fait, avec laquelle travaillent les industriels. Et c'est l'intelligence de tous les procédés qui
même si j'entends quand même beaucoup pour le vernaculaire contre l'industrie, il faut quand même remettre en perspective que grâce à la révolution industrielle, on est passé de moins d'1 milliard sur Terre à 8 milliards aujourd'hui, que l'espérance de vie à l'échelle humaine est passée de 35 ans à 70 ans. Et c'est pour ça qu'on a niqué la Terre. C'est parce qu'on vit de plus en plus nombreux et longtemps. Ce n'est pas l'industrie. L'industrie, elle nous a servi, nous, à mieux vivre, et ce sont des outils dont on s'est emparé, en fait, pour coloniser cette belle planète. Petit aparté, autre petite claque au passage, projet de concours international, on fait ça avec des copains, c'est un concours ouvert pour pouvoir trouver un avenir à une autre magnifique infrastructure, c'est un viaduc à Favesina dans la Calabre en Italie. Et là, il lançait un concours international pour trouver un avenir. Et nous, on décide d'en faire en fait le village vertical. On se dit, putain, c'est génial, la structure est là, l'infrastructure est là. On calcule en fait la quantité d'eau qu'on est capable de récupérer avec les tabliers, la quantité d'eau qu'on est capable de stocker, parce qu'en fait, les tunnels sont des fûts et en fait, ils sont creux par en dessous. Donc, on a une réserve et on sait qu'on est dans une région volcanique. Et on dit, on va faire la première ville en géothermie au monde. On est en 2010, hein, comme quoi les bonnes idées, voilà. Et on dessine ce projet assez incroyable où vous voyez mes petites boîtes, là, je les ai mises partout et je les ai collées sur une sorte de structure blanche que j'ai empruntée à Didier Faustino à l'époque où il fait son pavillon de thé en Corée. Et on se dit, bah voilà, on arrive par le haut, on descend et c'est la forêt naturelle. On gagne le concours, ça a été un moment incroyable. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Holcim, parce que ce prix va être lauréat européen du prix Holcim pour la construction durable. Il va nous ouvrir plein de portes. Il va m'ouvrir les portes de Zurich, il va m'ouvrir les portes de la Fondation. Il me permet aujourd'hui toujours d'avoir ce partenariat qui dure avec cet industriel du béton. Et donc une très belle histoire, même si on a construit un pont. À côté du pont, on a démonté le viaduc de Nervi pour en construire un moins dangereux juste à côté. Et donc ça, c'est quand même l'incroyable aventure humaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le parti de Berlusconi qui a repris la Calabre. Le projet avait été lancé par les écolos. Et dans le genre opération rentable, la déconstruction, on va dire qu'il y a certains groupes qui en sont, on va dire, des experts. Je passe sur ces commentaires. Je vais continuer dans mes expérimentations et je vais avoir cette première maison. Et je vais essayer de faire vite parce qu'il est déjà 19h10 et puis ça va bientôt être l'heure de l'inauguration. Et du coup, de pérenniser finalement ce que je racontais. Est-ce qu'on arrive à la voir là? Ah, ça ne marche plus. Il y a un bug. C'est bloqué. Ah, c'est bon. Bon, je vais faire très vite. Hop. Il n'y a plus rien qui marche. Je vais juste montrer, avant de montrer ça. Bon, je vais improviser, mais en gros, première maison en autoconstruction accompagnée. Donc on travaille en même temps avec des entreprises, en même temps avec ce que j'appelle des habitants constructeurs, et on va essayer de pérenniser le truc. Et là, on va travailler sur l'utilisation du minimum de bois, du minimum d'acier et du minimum de maçonnerie. Et c'est un projet qui va prendre à peu près 2 ans de conception, 6 mois de chantier. Parce que quand l'habitant et constructeur il est au taquet, hein, il ne va pas se faire embêter par une entreprise qui n'est pas là. Et on va travailler en fait sur toute cette partie en maçonnerie, où le gros, ça ne va pas être de... Finalement, la complexité va être surtout sur la question de l'étude de sol. Parce que comme on a une structure métallique, le géotechnicien va nous recommander de faire des massifs sur chacun des appuis, et des massifs de 1 mètre par 2 et 2 de profondeur. Et c'est là qu'il faut un peu checker, regarder, et on est sur un sol en sable. Et en fait, si on écrase, vous voyez, comme vous mettez votre serviette sur la plage, votre masse se répartit assez bien, on ne s'enfonce pas dans le sable. Et donc, quand on veut appuyer une structure
sur une structure sableuse, il vaut mieux finalement mettre une serviette que planter à chaque fois des poteaux. Et c'est comme ça en fait, qu'on va réussir à faire ce projet, parce que globalement, ça va être en travaillant nous-mêmes à la reprise, à la contestation de l'étude de sol, ça va nous prendre quasiment 1 an. Et le reste derrière, on va commander finalement des portiques, un peu comme des exemples que vous avez dans l'exposition, extrêmement simples, de hangars, dont on va dessiner qu'un portique. On va voir le fabricant de portique, on va dire en gros, il nous en faudrait une 12aine de ce modèle et 6 de l'autre. À combien vous nous faites le kilo? On n'a jamais montré le projet. Parce que si le gars avait su que c'était pour une maison, on n'aurait jamais eu l'acier à 2 €. Et du coup, ça a été toute la complexité, et c'est ça qui était très intéressant, et c'est là le message aussi, c'est de discuter avec ceux qui fabriquent la matière, c'est de discuter avec ceux qui assemblent les éléments, parce que ça donne d'énormes possibilités de travail. Et puis après, l'ensemble est fait en bois de coffrage, hein, le même que les fly cases, et puis on s'est amusé à tout visser. Je ne le referai pas aujourd'hui, parce qu'il faudrait mettre un gros coup de badigeon, un petit peu comme Zumthor sur le Zing Museum, quoi. Faudra l'habiller quand même, parce que ça prend quand même un peu le truc. Mais par contre, à l'intérieur, ça a été fait par mes 2 copains. Elle était styliste, elle fabriquait des robes, et lui, il était agent de musicien. Il est devenu menuisier et elle, décoratrice. Très rapidement, à la suite de mon diplôme, j'ai toujours continué à travailler sur la question du Grand Parc de la Villette. Et puis à un moment, après avoir fait quelques scénographies à l'intérieur, j'ai eu l'opportunité de répondre à un accord cadre et je me suis mis à m'occuper des espaces, on va dire de l'entretien, maintenance et amélioration de cet énorme bâtiment de 120 000 m². Et je vais passer très vite, mais en fait, on fait une belle scéno pour iLab, où on récupère en stock une structure en aluminium que plus personne à la cité voulait utiliser. Et en fait, on fait une très belle scénographie pour pain rond, avec que des tasseaux de bois et du tissu. Et de là, le président commence à apprécier le travail. Il dit ça, je connais ce que vous faites, ça ne vous intéresserait pas de commencer à réfléchir sur les espaces délaissés. Et on va en particulier travailler sur l'occupation de ces 7000 m² de toiture du parc de la Villette. Et à la base, on doit mettre une ferme pour les pariculteurs, un potager pour les 1200 salariés de la Cité des Sciences. Ils sont quasiment plus qu'à la région Île-de-France, hein, c'est une grosse machine. Chacun à son poste, et puis une nouvelle serre de recherche qu'on va positionner exactement dans l'axe du système qui a permis de transformer la Cité des Sciences, parce qu'il faut savoir qu'à la base, la Cité des Sciences, elle devait être le plus grand abattoir du monde, et qui n'a jamais été achevé, parce que quand les ingénieurs ont imaginé ce projet, ils n'avaient pas calculé qu'il n'y aurait jamais assez d'électricité pour réussir à réfrigérer la viande, la capacité d'abattage de la viande. C'est l'EPR de la bouffe, en fait. Mais néanmoins, il va y avoir cette idée d'en faire une cité pour les sciences et l'industrie. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Je vais vous montrer très rapidement. Ce projet va être un peu un prototype, c'est-à-dire comment construire léger sur une structure existante. On va travailler sur le complément de ce qu'on a fait, de ce que je vous expliquais en recherche, parce qu'on me posait toujours la question, oui, l'énergie. Et du coup, je vais commencer à travailler en même temps sur l'utilisation de la méthode de calcul carbone, mais aussi l'optimisation du fonctionnement énergétique du bâtiment. Et là, on est sur une serre, et c'est un autre point intéressant, c'est que les serres sont des bâtiments en France qui ne sont pas soumises à aucune réglementation thermique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ferment les uns à côté des autres. Mais pour moi, c'était un boulevard d'opportunités, parce que s'il n'y a pas de réglementation, ça veut dire que personne ne s'y intéresse. Et du coup, on a décidé de faire des serres à basse consommation d'énergie. Et on a été voir le président de la Cité des Sciences, on lui a dit écoutez, ça serait vachement bien de tester ça, vous avez cette extension. Nous, c'est un petit projet, ce n'était pas trop compliqué. Et du coup, on va commencer à travailler à la fois sur l'optimisation des quantités de matière, mais également du fonctionnement énergétique du bâtiment. Et ça va être la première serre en France qui fonctionne sur une PAC. Une seule unité de PAC pour faire cette petite serre. Elle n'est pas très grande, elle fait 250 m², mais elle fait quand même 4,50 m de haut, donc on est à peu près sur un volume d'un peu plus de 1000 m³ à chauffer. Et on a divisé par 8
en termes de kilowatts la consommation énergétique. On est passé d'une chauffage au fioul à simplement un système électrique. Cette première opération de serre, petit projet, finalement va nous ouvrir le champ de la commande des serres. Et après avoir commencé à étudier ce projet, on a demandé des financements dans le cadre de France 2030, ce qui nous a permis quand même d'un petit peu d'avoir une légitimité en tant que type de travaux de recherche sur ce type de bâtiment. Et en parallèle, je vais gagner le projet qui va être le premier vrai projet, on va dire, pérenne de l'agence, après 20 ans de cotisation à l'ordre, et qui va être les serres tropicales du jardin botanique de la ville de Besançon. Et en fait, globalement, le concours, c'est les serres et les locaux connexes. Et en fait, on nous demande de construire le bâtiment ici, en continuité de ces deux bâtiments, et d'avoir une emprise qui fait à peu près tout ça. Et globalement, on va gagner le concours en mettant le bâtiment décalé pour laisser une vue à ces deux bâtiments et organiser en fait des espaces de respiration végétalisés, et surtout en réduisant de façon significative l'emprise du bâtiment, puisqu'on va proposer de superposer en fait les fonctions. Comme on avait déjà superposé des fonctions dans le cadre du projet, en fait, j'ai repris ce que j'avais compris de ce que je venais de faire et je l'ai réappliqué dans cette situation. Et ça me donnait aussi une belle opportunité, parce que vous voyez les courbes de niveau, c'était de mettre le bâtiment dans la pente. Je revenais juste de ces gestes, et c'est vrai que je m'étais dit, purée, ça c'est beau, quoi, cette approche comme ça où on a le bâtiment. Et donc cette idée, c'était de faire une sorte de, pas de temple, mais on va dire de bâtiment un peu monumental au vivant, à destination du public et de l'université. Et puis après, il y a une autre idée qui a conduit le projet, c'est qu'on avait une serre chaude, une serre froide, on avait des fonctions de stockage et des fonctions de bureau, et donc on a superposé la serre chaude aux espaces de travail, et on a superposé la serre froide aux espaces de stockage. Et ensuite, on a travaillé comme ça sur l'organisation des fonctions du concours, par superposition, et ce qui a permis finalement de convaincre le jury et de gagner ce concours. Ça, c'est l'image qu'on a rendue au moment du projet. Et puis l'autre point, c'est qu'il cherchait à avoir un espace de grande hauteur pour pouvoir mettre en fait des grandes essences. Et du coup, plutôt que de faire ce qu'on fait, parce que j'ai vu des images de tous mes concurrents, des grands objets vitrés pyramidaux qui montaient au ciel, nous, on a creusé, puis ça nous permettait d'économiser encore un certain nombre de mètres carrés d'enveloppe. Et du coup, cette approche calculatoire, j'ai commencé à la développer aussi dans les stratégies de projet, en fait. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans la question de l'économie. Et le fait d'avoir fait toutes ces analyses de projet m'a fait prendre conscience, en fait, que cette question de la descriptive et de l'économie, elle était fondamentale, en fait, dans la maîtrise des enjeux environnementaux et que, finalement, il n'y a pas d'écologie sans économie, d'une certaine manière. Je le dis comme ça de façon un petit peu, mais c'est vraiment, pour moi, devenu une manière de faire ce travail. Et derrière, c'est pour la première fois que je vais réellement travailler sur la mise en œuvre du béton. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'on avait travaillé en fait sur une trame très régulière de 5 mètres par 5 et on a cherché pendant tout le temps du processus par le calcul, en refaisant en fait une maquette numérique de chaque opération qui allait se réaliser, donc typiquement comme ce qu'on a fait dans tous les dessins, on l'a réappliqué parce qu'on avait la chance d'avoir la mission d'exécution et qu'on était en lots séparés. Et donc on avait cette mission de synthèse et d'exécution, et on a bossé avec chacune des entreprises sur chacun des détails. Et on a économisé, par exemple, du ferraillage en acceptant d'épaissir les dalles de béton. On était en plein moment du démarrage de la guerre en Ukraine. Les aciers commençaient à coûter une blinde. Et du coup, moi, j'ai refait simplement mon réglage et j'ai rajouté 5 cm de béton dans toute la dalle qui faisait quand même 15 mètres par 25. Et en contrepartie, l'entreprise, elle a rajouté 13% de ciment
pour pouvoir me permettre en fait d'avoir un béton qui allait être absolument nickel, comme des piles de pont, et lui donner finalement une plus grande pérennité dans le temps. Parce que l'idée qu'on avait de cette serre, c'est qu'aujourd'hui c'était une serre, mais des serres, c'est déjà le 15e jardin botanique, certaines plantes ont 500 ans, donc elles ne vont pas forcément rester là. Mais la fondation, peut-être qu'elle allait pouvoir être utile, parce qu'à partir du moment où on avait construit, c'était sur un parking désaffecté, et ben, l'idée, c'était de pouvoir consolider finalement la trace humaine à cet endroit-là, et peut-être la pérenniser un petit peu dans le temps, parce qu'une fois que le sol il est artificialisé, il est artificialisé. Ça, derrière, c'est mort. Et l'autre travail, pardon, ça a été au niveau des terres. Toutes les terres d'excavation, elles ont été réutilisé sur les aménagements des abords. Et encore une fois, on est venu contester tout le travail du géotechnicien, et cette fois avec l'entreprise qui nous y a aidés. Et on a travaillé sur des semelles et on a viré toutes les solutions enterrées parce que justement, dans le raisonnement et dans l'analyse et la lecture des documents techniques, il y a des clés d'économie qui sont fondamentales. Hier, on ne faisait pas cet effort-là, mais aujourd'hui, il est bien nécessaire pour pouvoir optimiser à la fois l'économie du projet pour votre client et son impact environnemental à terme. Derrière, on a fait le même travail sur la charpente métallique. Là, je me suis vraiment amusé parce que c'est la première fois que je faisais vraiment un gros échafaudage. Donc, je suis allé chercher dans les dessins de mes maîtres. Je me suis amusé à regarder comment, justement, Rice les avait dessinés quand il avait fait sa petite maison évolutive. Et j'ai travaillé en détail comme ça avec Nicolas Didier de Carrière Didier et Gazeau, qui est aussi devenu un ami à force de se faire ce travail. On a cherché à économiser moins de grammes. Et quand on a raconté cette histoire à l'entreprise, il a été chercher encore plus. Et par exemple, le premier truc qu'il m'a dit, moi j'avais encore mes réflexes à la prouver, mais plutôt même à la Renzo Piano, où j'avais fait des montants de 2 cm d'acier, puis des cadres pour venir accrocher mon grillage. Il m'a dit, Philippe, si tu veux faire de l'économie, tu prends 2 fers plats de 5 et tu les boulonnes ensemble et tu auras ton montant. Et on a fait sauter quasiment 2/3 de tous les montants. On a diminué en quantité la serrurerie de façon encore plus radicale qu'on a réussi à le faire sur la charpente. Et après, bon, certains diraient, et la poésie dans tout ça? Et d'une certaine manière, pour moi, l'économie est une certaine forme de poésie. Je passe rapidement les images. Ça, c'est ce qu'on voit, le résultat intérieur. Pareil, on a travaillé sur des bétons drainants qu'on a mis à l'intérieur pour fabriquer des cascades. Et finalement, ce qui est très chouette, c'est que le matériau le plus important qui a été amené pour faire ce projet, c'est qu'à 1125 mètres cubes de terre, parce qu'en fait, la terre de site n'était pas adaptée pour pouvoir faire pousser des plantes. On en a fait des mélanges. Le deuxième matériau en quantité aussi importante, mais quand même beaucoup moins, c'est le béton. Derrière, c'est l'acier. Et ensuite, c'est du verre et du bois. Et par contre, on n'a utilisé aucune finition, aucune peinture. Et on a fait à peine 3 cloisons de placo-carrelage pour séparer 2 cabines de douche. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire de rendre la noblesse à la matière. C'est-à-dire qu'une qualité de mise en œuvre qui est maîtrisée par tous les acteurs de la chaîne permet en fait un niveau de poésie et un niveau d'architecture finalement qui est complètement différent que des projets où on ne s'est pas intéressé à la technique et à la fin on a fait la déco et on a mis 3 couleurs. Voilà, je pense que je vais dire de façon cruciale, mais des matériaux bien mis en œuvre, en fait, ça permet largement de faire le boulot. Là, on voit donc les 2 niveaux. Et j'arrive rapidement, la rencontre aussi à des moments très beaux entre différents types de mise en œuvre. Un point très important aussi qui est la tolérance, de toujours laisser de l'espace à l'autre pour pouvoir passer un élément, pour pouvoir se joindre, n'être pas trop strict dans la grille. Et ça, finalement, c'est la maquette numérique totale de tous les composants qui font ce bâtiment. Ce n'est pas du BIM, c'est du Rhino. C'est une maquette qui est exhaustive. C'est beaucoup de travail, mais le chantier aura été long. Et en fait, par contre, je donne un avertissement parce que j'ai fait beaucoup aussi avec des étudiants, il n'y a pas les boulons. Hein. Que les tarés qui mettent les boulons, en fait, ça, il ne faut pas le faire. C'est le truc qu'on copie qui fait très impressionnant. C'est plutôt pour les étudiants. Mais du coup, ça nous a permis
si j'arrive à passer à l'image suivante, c'est là-dessus que je voulais finir, finalement à mettre en pratique en fait, ces recherches et à les tester comme une forme de démonstrateur. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dessinées et conçues néanmoins de ce bâtiment. On a fait le concours en 2019, on a inauguré le bâtiment en août 2025. Il y a un dernier problème, c'est que sur le chantier, et c'est ça peut-être qui fera la transition aussi avec Pivoine, on n'a pas eu la possibilité derrière de réadapter des choses. On aurait pu faire du déphasage thermique dans les sous-sols si on avait pu régler un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on a contredit jusqu'à la mort le programme du maître d'ouvrage, mais on n'a pas réussi à le convaincre de garder encore un peu de fric pour adapter et améliorer les choses. Et s'il y a une chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans la manière dont on produit des bâtiments, dans finalement le marché de la construction, c'est qu'on ne se laisse pas cette possibilité de régler, d'améliorer, de fabriquer. Et les bâtiments ne sont pas éternels. Il y a une théorie que je trouve très intéressante d'un livre d'un théoricien qui s'appelle Marvin Trachtenberg, qui a écrit un livre qui s'appelle Building in Time, que moi j'ai découvert par Sébastien Marot, et qui explique qu'en fait, au XIIIe siècle, il met 4 principes en place, mais celui qui m'intéresse et dont je veux parler en particulier, c'est la question de la rétrosynthèse. C'est le fait de pouvoir justement revenir en arrière, analyser ce qu'on fait, la question du retour d'expérience. On fait très peu, en fait, ce travail de vérifier ce qu'on a pu produire et de l'améliorer derrière. On passe de projet à projet sans réellement complètement les finir. Et ce que dit Trachtenberg dans Building Time, c'est ce qui fait sans doute la poésie de l'architecture de la Renaissance, en tout cas celle qu'il analyse au XIIIe siècle à Florence, c'est que les architectes ne survivaient pas à leurs bâtiments. Et que du coup, les autres, pour pouvoir les mettre en cohérence, faisaient ce travail de rétrosynthèse, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ils avaient pu construire pour fabriquer une cohérence, et cette cohérence, elle transpirait jusque dans l'espace public. Et je finirai là-dessus, et même certains lancer des défis non résolus aux autres générations. Quand on commence à faire le Duomo à Florence, en fait, on ne sait pas faire ce dôme. Et lancer le défi de comment est-ce qu'on va fabriquer ce truc-là. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire, nous, en tant qu'architectes. Ce n'est pas juxtaposer nos noms à côté des autres. C'est fabriquer, finalement, une intelligence collective qui va nous permettre de résoudre les défis de demain et sans doute par commencer par partager les travaux, nos meilleures expériences. Le truc est buggé, mais j'ai du coup, on a eu l'occasion d'inaugurer pour la Triennale de Lisbonne un site qui s'appelle openarchitecture.org. Alors ne le cherchez pas sur Google, il n'existe pas parce que ça vient juste d'être créé, mais si vous tapez openarchitecture.org sur vos téléphones, et ça marche encore mieux sur vos ordinateurs, tout le travail qui est présenté dans l'expo est aujourd'hui accessible en ligne. Vous pouvez tourner comme si vous allez sur le site de Nike autour des baskets, vous pouvez tourner autour de tous les projets. Il n'y a pas encore tous les descriptifs avec tous les inventaires, mais l'idée, c'est maintenant de mettre ce travail en commun et d'inviter aussi la communauté, pas qu'étudiante, mais aussi enseignante, à partager des outils. Parce que je trouve qu'on se bat trop autour de la question de la liberté pédagogique et des fois, fabriquer des règles plus claires, on avancerait plus vite ensemble. Ça, c'est aussi une de mes convictions. Et du coup, l'idée de cette plateforme, qui est mon projet cette fois de recherche et de doctorat, c'est d'inviter à mettre ensemble en fait, les meilleures pratiques, parce qu'on s'est rendu compte en travaillant sur des analyses de bâtiments, que ça soit aussi bien sur des pratiques contemporaines dans le neuf ou dans le réemploi, que certains archis arrivent à faire 5 fois, 10 fois moins carboné que la réglementation environnementale. Et ça ne sert à rien que chacun se prenne toutes ces claques dans la tronche les unes après les autres, alors qu'une mise en partage de nos connaissances nous permettrait d'être déterminants, en fait, dans la manière d'adresser cette question. Et elle n'est pas valable que sur la question de la construction neuve, elle est extrêmement intéressante, et en particulier dans la question de la rénovation, qui va être votre sujet, qui est déjà notre sujet, comme vous l'avez vu, du XXIe siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. C'est très riche, avec
énormément de questions et j'espère qu'il y aura plein de questions de la part des étudiants. Donc moi, je vais être un peu court parce que c'est un peu un cadeau empoisonné que m'a fait Cédric. L'exposition qui est à l'extérieur, en fait, est sur un travail qu'on a mené l'année passée avec un semestre 7, donc première année de master d'étudiants, sur la pivoine. Mais on est plus proche, en fait, des travaux du début avec Exist que toute la richesse qui est développée là derrière. Néanmoins, moi, j'ai une question sur... bon, puisqu'on est vraiment dans cette question du poids carbone des choses, tu n'as pas parlé, en fait, du poids du transport, du poids réemploi par rapport à la construction, tous ces autres poids. C'est-à-dire que où j'ai mal compris, donc c'est peut-être... mais c'est vraiment le poids carbone de chacun des matériaux, mais en dehors d'un contexte qui est éminemment complexe. Dans la méthode qu'on utilise, c'est la méthode Cradle to Gate. Donc cette méthodologie, elle comprend le module A, donc qui est de l'extraction à la construction. Les données qu'on utilise, en fait, elles ne servent pas à avoir des données exactes. Elles servent à avoir des ordres de grandeur. Parce que personne n'y comprend rien en carbone. Donc il faut bien déjà, moi l'idée c'est de fabriquer une culture visuelle en relation avec de la donnée. Et dans la méthode suisse, par rapport à la méthode française, on utilise des données par défaut. Et on dit qu'on considère que je vais dire n'importe quoi, une toupie de béton, elle va être utilisée, ce type de béton, il y aura différentes catégories aujourd'hui qui sont développées, des bétons de base jusqu'au béton bas carbone, qu'elle va être assemblée à une cinquantaine de kilomètres pour venir être acheminée sur le site. OK ? Ça, c'est quand on utilise les données par défaut. Ensuite, quand on fait des calculs en réalité, évidemment, on peut rentrer plus précisément, et c'est ce que fait l'INIES, enfin la réglementation environnementale française. Mais par exemple, moi qui ai analysé le bâtiment en terre qui vient d'être livré par Deschelette à Boulogne, les logements sociaux de Pérodin à Dijon, qui ont déjà une dizaine d'années, j'utilise toujours que les mêmes données par défaut. Mais si on rentre et qu'on va s'intéresser à où était la carrière qui a permis de sortir le bâtiment, là, on commence à rentrer dans des complexités. Après, il y a la question du réemploi. Aujourd'hui, on fait tout un truc sur le réemploi, on s'excite sur le réemploi, mais ça ne correspond même pas à 1% de la production de ce qui est assemblé en termes de masse. C'est peanuts. Non, mais j'insiste un peu là-dessus, parce que quand on regarde sur des quantitatifs, c'est comme... je veux dire, ça occupe beaucoup les débats et l'attention. Moi qui fais mon diplôme, ça s'appelle l'architecture durable, donc j'étais vraiment dans cette question-là. Néanmoins, il faut regarder en termes de représentation. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il est plus intéressant de travailler sur le potentiel de réemploi que sur un réemploi qui est non raisonné et qui est, je dirais, presque un réemploi d'apparat. Après, quand on est dans le bricolage, c'est-à-dire qu'on vient travailler avec ce qui est déjà là, comme le fait par exemple excellemment BC dans un des bâtiments avec lequel on a travaillé avec eux, et que ça devient une démarche, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fait cette rénovation, j'ai oublié le nom du bâtiment, mais ils n'ont utilisé que les matériaux qui étaient disponibles sur place. Donc ils ont démonté carrément une extension en briques, et ils se sont resservis de la brique de cette extension qui était un peu malheureuse pour restabiliser. Après, ils ont quand même été chercher des aciers pour faire des renforts et ainsi de suite. Mais ils ont fait une économie en fait, globale de tout le projet. Donc après, voilà. Après, la question des distances, elle est importante. Mais déjà, d'avoir des ordres de grandeur sur les quantités, c'est fondamental. Derrière, il y a une donnée qui est assez simple, en fait, qui est assez marrante. C'est que si on met en lien les poids des bâtiments avec leurs coûts, ben finalement, on se rend compte que c'est à peu près entre... c'est 1 € de kilo de bâtiment, quoi. C'est-à-dire qu'une structure
avec un dallage béton, une charpente simple, qui peut être d'ailleurs en acier, en bois ou en béton. Ça sera quasiment les mêmes coûts, ça ne change pas grand-chose. Et une couverture, un bardage dans lequel vous allez mettre un supermarché, un hangar, ça va coûter entre 600 et 800 balles. Ben, ça pèse entre 600 et 800 kilos. Un immeuble en pierre de taille, comme on les construit aujourd'hui à Paris, qui sont de parement ou de la pierre porteuse en façade, mais qui sont globalement quand même des dalles bien épaisses, alors qu'on pourrait les optimiser sur l'ensemble des éléments, qui prennent des fondations lourdes parce qu'il faut aller porter les 40 cm de pierre jusque dans le bas. On va être aux alentours de 2 tonnes 5, 3 tonnes, ça va nous coûter 2000 à 2500 balles du mètre carré. C'est assez drôle. Ben, en fait, c'est quasiment le coût de l'effort de transport. C'est-à-dire qu'il y a une relation étroite entre l'énergie, le coût et le poids de la matière. Elle apparaît de façon statistique. Et ce qui nous semble fondamental, et j'insisterai là-dessus, Totem, qui est l'outil qui sert à faire la réglementation et la mesure carbone en Belgique, est basé sur un total de 29 bâtiments qui sont en 3 versions différentes. Aujourd'hui, l'ADEME a des prototypes hypothétiques. Les modèles de recherche ne sont absolument pas élaborés. Aujourd'hui, nous, on en a déjà 76. Et vous imaginez si on met en commun ces données statistiques, des modèles complets, et qu'on dit, bah oui, ça c'était le réemploi, ça c'était le truc, et qu'on analyse vraiment, on fait du retour d'expérience. On n'a pas trouvé un virus pour le Covid au doigt mouillé, quoi. Les mecs ont mis en commun leurs connaissances. Nous, il n'y a personne qui partage rien. C'est ça qui est fondamental, et c'est là-dessus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tous les débats, moi, que j'entends, on vient souvent m'opposer, et je ne dis pas ça de manière personnelle, hein, mais deviennent idéologiques, en fait. Alors qu'en fait, c'est vraiment une question scientifique et quantitative. Et après, l'exercice de style, la poésie, de l'assemblage, la qualité des espaces, évidemment, mais qui doivent être raisonnés, quoi. Moi, quand je vois des situations où j'ai des façades en terre et que je constate qu'on a coulé des dizaines de mètres cubes de béton en racontant qu'on fait un bâtiment géosourcé alors qu'en fait, on n'a pas voulu payer l'emplacement pour mettre la grue au moment du montage, le truc tourne à l'envers. Et en plus, le truc n'est pas pris dans le bilan carbone du bâtiment parce que personne n'a fait gaffe qu'il y avait ça dans le DOE du gros œuvre. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut travailler. C'est sur par exemple, de la même manière, les coefficients de sécurité. Les coefficients de sécurité cumulés, que ce soit sur la question du géotechnicien, derrière les premières études structure, ensuite celles que prendra une entreprise non aguerrie, parce qu'après il y a des entreprises aguerries, ça induit des surconsommations énormes de matière. Là, l'entreprise sur la structure métallique, elle a dû signer un chèque en disant qu'elle se portait garante, et l'utilisateur a dit que oui, effectivement, on n'avait pas pris en compte, il assumait qu'on n'ait pas pris en compte un enneigement qui correspondait à une toiture classique. Alors que la réglementation l'aurait obligé à avoir, au moins dans des accidents, 1 mètre de neige en prenant les 50 dernières années. Mais quand est-ce qu'il y aura de nouveau 1 mètre de neige sur un bâtiment en verre à Besançon? Jamais. Vous voyez? Et donc c'est là qu'il faut, à mon sens, le travail est là. Après, de faire les exercices. Moi, j'ai beaucoup bossé aussi, par exemple, sur le cadre Rural Studio. Rural Studio, qui sont les pionniers de la question du réemploi, j'ai oublié où ils étaient, aux États-Unis. Ils ont commencé à monter en puissance quand ils ont travaillé sur la question du réemploi avec des professionnels de la construction. Et pour l'avoir quand même fait bricoler comme ça, c'est quand même, à mon avis, très limité, de mon point de vue. C'est là, du coup, où j'ai une question. Je me demande si, est-ce que vous prenez en charge la démontabilité du bâtiment dans son poids? Parce qu'avec la démontabilité, on réemploie plus facilement, donc ce sujet peut venir. Carrément. C'est la question complexité, efficacité. Okay. En fait, dans les études de cas, pour moi, j'ai même pas envie de parler de ressources, mais je pense que les bâtiments d'aujourd'hui sont les sources de matière de demain. Et que ceux qu'on fabrique aujourd'hui, ils doivent être absolument, à tous les niveaux, permettre ce réemploi. Ce qu'il y a de rien de pire, c'est de coller les trucs ensemble, en fait. Donc les assemblages doivent être mécaniques.
mais un peu comme si vous fabriquez un vaisseau spatial, en vrai. On va chercher la légèreté. On devrait se comporter tous comme Thomas Pesquet, en fait, comme si on n'était pas les habitants de cette planète. Enfin, j'exagère un petit peu, mais ce travail quantitatif, ça permet de voir, en fait... et là, toute la structure est hypothétiquement démontable, parce qu'elle a été préfabriquée. Et j'ai une deuxième question. Vous avez parlé du poids, par exemple, de l'utilisation de la pierre et des fondations qui allaient développer beaucoup d'énergie et des coûts importants. Néanmoins, je me pose la question, est-ce qu'il y a un outil aussi qui calcule la production d'énergie du bâtiment, dans la vie du bâtiment? Parce que si on parle d'inertie, avec le réchauffement climatique, en tout cas avec le climat qui est en train de changer, c'est aussi une donnée très importante dans la dépense énergétique du bâtiment par la suite. C'est un travail à faire. On en parlera demain plus en détail avec ceux qui seront là en master, mais il faut considérer par exemple que dans les modèles classiques qui ont été faits par Lafarge-Holcim, on considère qu'à peu près entre un quart et un tiers correspond aux lots techniques. Pourquoi faire des lots techniques ? Je le dis de manière un peu crue comme ça, mais par exemple, il y a des bâtiments ou des solutions sur lesquelles on peut travailler sur la question du déphasage, mais pareil, c'est de défaire les réglementations, c'est de défaire des habitudes de travail, c'est de défaire des facilités. Moi, je me suis attaqué à des DOE sur des lots techniques où je me suis rendu compte qu'en fait, la moitié des trucs qui étaient validés par le bureau d'études n'étaient même pas livrés sur le chantier. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc, la question de l'énergie, elle est fondamentale, évidemment. Mais c'est une question, pas d'ingénieur, c'est aussi une question d'architecture. C'est même d'abord une question d'architecture. Et juste, pardon, pour répondre plus précisément encore à votre question, sur la question des cas de recherche, moi, je suis tout seul, enfin on est 4 dans l'agence, hein, ça fait 6 ans que je bosse avec mes moyens et tout mon engagement sur ce truc-là. Heureusement, j'ai réussi à avoir quelques financements pour le faire, mais en tant que moi-même, je ne suis pas thermicien, je ne suis pas compétent pour le faire. Moi, je mets en place une collection de maquettes numériques qui doivent permettre de faire ce travail. Et j'espère que d'autres s'en empareront pour venir les compléter. C'est-à-dire, l'idée, c'est de partager ce truc et d'aller beaucoup plus loin. Par contre, quand je fais ce boulot-là et que je vais faire cette serre, je sais ce que j'ai réussi à faire économiser comme carbone à la communauté pour le faire, parce que ça a été mon travail pendant 6 ans. Et je sais que ce que j'arrive à faire économiser sur ce bâtiment, c'est gigantesque par rapport à mon impact. Mais ce n'est pas pour ça que je ne travaille pas non plus sur mon impact environnemental. Là-dessus, en fait, on était à la base sur une solution au gaz, hein, qui était mis dans le cahier des charges. Finalement, on a réussi à connecter ça au réseau de l'université. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid, on avait déjà gagné. Finalement, ils ont étendu tout le réseau de chaleur à toute l'université parce que l'université a bénéficié de 90 millions de fonds pour pouvoir faire la rénovation énergétique du campus, ce qui n'était pas prévu à l'initiative. Notre bâtiment qui fait 2000 m², il fait un peu moins, il fait 1800 m², il a coûté 3,6 millions. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est que c'est un bâtiment positif en eau également. On a mis 200 000 litres de récupération d'eau pluviale qui est bien au-delà des calculs, mais comme en fait il y avait un bois qui a disparu aussi dans le temps des études, on a travaillé sur la question d'un bois positif en eau. On a été chercher 900 000 € de financement européen avec le Fonds européen de développement qui s'appelle FEDER pour pouvoir payer le double vitrage parce que la mairie n'avait pas la thune pour payer le double vitrage. Et de cette manière-là, on a divisé quasiment par 2 la consommation énergétique du bâtiment par rapport au programme initial. On a divisé par 6 son empreinte environnementale à l'usage. Sur ce qui est du bâtiment lui-même, il est néanmoins assez lourd, mais pas tant que ça. On est sur du 820 kg et on est à 240 kg équivalent CO2 par mètre carré. C'est vraiment pas grand-chose. Et si on a réussi à faire ça, c'est qu'on a minimisé de façon drastique, en fait, toutes les quantités et surtout les finitions. La dalle, c'est le sol.
le parpaing, c'est le mur. Le plafond, il est dans l'état. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a utilisé un oukoumé qu'on a fait cirer pour faire toutes les parois. Et c'est là qu'on a mis les gens qui travaillent. Le reste, c'est des plantes. Évidemment, il y a des gens pour qui ça peut paraître choquant aujourd'hui de chauffer des plantes exogènes dans un climat. Mais il faut quand même comprendre que c'est une collection qui a 500 ans d'histoire, que le laboratoire qui l'a créé s'appelle Chrono Environnement et que ça fait 50 ans qu'il bosse sur la relation du temps et de l'évolution des conditions climatiques. Et donc je pense que c'est un peu dur de leur dire, parce que c'est le discours que défend la droite aujourd'hui et la droite dure dans la région pour combattre ce projet qui était porté par la mairie écolo. Enfin, je remets un peu aussi des trucs en perspective, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence, c'était intéressant. Et j'avais une question sur les modes de calcul et un côté très technique et un peu terre à terre. Avec qui sont engagés ces calculs? Est-ce que c'est des calculs qui ont été faits personnellement ou est-ce que c'est des organisations qui ont fourni des données ou des choses comme ça? Et aussi, il y a quelque chose dans le discours que je n'ai pas bien compris quand vous avez parlé de la relation entre le béton et le bois, par exemple, ou que ce mode d'extraction était quasi similaire. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Merci. OK. Pour la question des calculs, en fait, les calculs ont été faits en partenariat depuis 2018 avec la chaire construction durable de l'École polytechnique fédérale de Zurich, c'est ce que j'expliquais, en utilisant la méthodologie de l'éco-bilan et du coup les données qui s'actualisent tous les 2 ans de la Confédération des métiers de la construction, qui est à peu près l'équivalent de notre ordre des architectes et des ingénieurs. Et j'insiste un peu sur ordre des architectes et des ingénieurs. Les calculs, ils sont basés aussi sur un protocole, c'est-à-dire sur un outil qui s'appelle Bombix, qui correspond c'est un module Grasshopper qui a été développé dans le cadre d'un post-doctorat à l'ETH et qui est disponible sur GitHub, donc ceux que ça intéresse, et qui du coup permet d'automatiser ces calculs. Nous, on les fait toujours 3 fois, c'est-à-dire qu'on les fait d'abord de façon automatisée, mais souvent il y a des erreurs. Après, moi je les fais parce que je suis un peu vieux, j'aime bien les refaire à la main. Des fois je vais plus vite à la main qu'avec le module de Grasshopper qui rame. Et derrière, ils sont vérifiés, en tout cas tous ceux qui sont là, sont revérifiés par la chaire construction durable de Zurich. Derrière, on a développé une méthodologie aujourd'hui qui nous permet de passer des différentes bases de données, parce qu'on utilise donc, ces données sur les modules A, donc, qui sont cradle to gate, donc qui sont simplement extraction jusqu'à construction, mais il y a différentes méthodologies, c'est quand je montrais le tableau avec les barres noires, et on a aujourd'hui accordé des données de base, qui ne sont pas les données produits, qui sont en fait, qui marchent en France et en Suisse. Et demain, on travaille en partenariat avec on a monté un nouveau partenariat avec un bureau d'études qui s'appelle Bollinger & Grohmann, qui est un bureau d'études structure, qui a 25 implantations dans le monde, et qui lui, du coup, a déjà rassemblé 12 bases de données différentes parce qu'ils ont la même méthode qui est la nôtre, qui est que basée sur les quantités. Parce que, évidemment, quand on est sur des produits finis, on utilise des fiches produits, c'est ce qu'on utilise en France, mais quand on fait de la structure, on utilise des quantités. Et nous, en fait, on a décidé de faire de la quantité pour tout, parce que globalement, quand vous travaillez sur une menuiserie bois qui a été dessinée par Charlotte Perriand en 1945, il n'y a pas la fiche GHDES qui correspond. Et nous, comme ça nous intéresse, c'est d'avoir des ordres de grandeur, on travaille sur des ordres de grandeur. D'où le lien entre quantité de matière et impact environnemental. L'autre question, il n'y a pas de lien entre l'extraction du béton et l'extraction du bois. Là, il y a juste une confusion dans ce que je dis, il n'y en a pas.
Il y a juste peut-être la nécessité de l'acheminer à chaque fois jusqu'au site d'assemblage. C'est le seul lien. Merci Philippe pour la soirée, la conférence, toutes ces réflexions. Et puis on vernit l'exposition au-dessus avec un petit bar auquel vous êtes invités. Merci. Merci à vous.